Auriez-vous un gâteau de la veille pour mon anniversaire? Implore la petite orpheline. Un millionnaire la voit et fait quelque chose qui émeut tout le monde. Vous n'auriez pas un gâteau de la veille? Les mots s'échappent des lèvres de Léa dans un murmure à peine audible, si bas que Manon doit se pencher par-dessus le comptoir vitré pour l'entendre. La boulangerie-pâtisserie La Douce Vie connaît son heure de pointe. Il est 15 heures en ce samedi après-midi et le bourdonnement des conversations élégantes emplit l'espace aux boiseries lustrées et aux lampes dorées. Le cœur de la fillette bat si fort qu'elle est certaine que tout le monde peut l'entendre, un tambour affolé contre ses côtes. Manon Dubois, dans son tablier gris impeccable et avec son sourire professionnel, cligne des yeux, perplexe. « Pardon, ma chérie ?» Léa serre les bretelles de son sac à dos usé, ses phalanges devenant blanches. À 9 ans, elle a appris que le monde est rarement tendre avec les filles comme elle, les filles sans parents, sans argent, sans rien, hormis des rêves bien trop grands pour leur petite vie. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, elle a rassemblé un courage qu'il lui a fallu 3 semaines pour construire, juste pour demander un gâteau de la veille. Elle répète, 7 fois plus fort, bien que sa voix tremble. De ceux que vous ne pouvez plus vendre. C'est que demain, c'est mon anniversaire et j'ai économisé un peu d'argent, mais ce n'est pas assez pour un gâteau neuf. Alors j'ai pensé que peut-être, sa voix se brise. Elle ne peut finir sa phrase. Les larmes menacent de couler et elle les combat farouchement, car elle a déjà enduré assez de honte en entrant dans cet endroit qui, de toute évidence, n'est pas fait pour des gens comme elle. Derrière Léa, les clients ont commencé à se retourner. Une dame portant un collier de perles hausse un sourcil désapprobateur. 2 hommes en costume murmurent entre eux. Léa sent leur regard comme des aiguilles dans son dos. Mais Manon ne regarde pas les autres clients. Elle regarde cette petite fille courageuse, car c'est tout ce qu'elle voit. Du courage à l'état pur, debout devant son comptoir, le menton levé malgré l'humiliation évidente qui colore ses joues. Les cheveux châtains de la fillette sont soigneusement peignés. Sa chemise rose est propre, bien qu'elle soit clairement de 2 tailles trop grandes. Il y a une dignité dans chaque centimètre de sa posture, et cela fend le cœur de Manon en deux. « Comment t'appelles-tu » demande doucement Manon, contournant le comptoir pour s'agenouiller à la hauteur de l'enfant. Léa. La fillette déglutit. Je vis au foyer pour enfants Saint-Martin. Aujourd'hui, la directrice du foyer m'a donné une permission spéciale pour venir seule, parce que je lui ai promis de rentrer avant la nuit et parce que je lui ai dit que c'était très important. À la table du coin, Nicolas Bertrand abaisse lentement sa tasse de café. Depuis 5 ans, depuis la mort de Valérie, il vient dans cette pâtisserie chaque samedi à 15 heures précises. Toujours la même table, toujours seul, observant le monde passer à travers les vitres tout en essayant de se souvenir de ce que cela fait d'être en vie. Mais maintenant, pour la première fois en 60 mois, quelque chose perce la glace autour de son cœur. C'est la façon dont la fillette garde la tête haute, la manière dont elle ne mendie pas la pitié, mais simplement une chance. Elle lui rappelle lui-même, à 40 ans, debout devant la banque qui venait de lui refuser son premier prêt pour son hôtel, refusant d'abandonner même quand tout semblait impossible. Elle lui rappelle ce que c'est que de se sentir invisible. Manon prend les mains de Léa entre les siennes. Léa, quel joli nom. Écoute, je vais être honnête avec toi, nous n'avons pas de gâteau de la veille. Madame Monique Leclerc, la propriétaire, donne tout ce qui reste de la veille à une soupe populaire. Chaque matin. Le visage de Léa s'effondre. Elle hoche rapidement la tête, clignant des yeux pour retenir ses larmes. D'accord, je comprends. Merci quand même, madame. C'était stupide de venir ici. Attends. L'arrête Manon alors que la fillette se retourne pour partir. Je n'ai pas fini. Ce que j'allais dire, c'est que si tu reviens demain à 15 heures, j'aurai quelque chose de très spécial qui t'attendra. D'accord ? C'est une promesse. Léa la regarde avec des yeux incrédules. Vraiment ? Mais combien ça coûtera ? Je n'ai que 5 euros. On verra ça demain, sourit Manon, et c'est un sourire sincère, pas celui, professionnel, qu'elle utilise avec les clients exigeants. Maintenant, rentre chez toi avant qu'il ne fasse nuit. Après que Léa soit sortie, marchant lentement, se retournant 2 fois comme si elle ne pouvait croire ce qui venait de se passer, Manon reste là, essuyant discrètement une larme du revers de la main. Elle ne remarque pas que Nicolas s'est levé de sa table. Elle ne le voit pas s'approcher de la caisse où Monique Leclerc, la propriétaire de 62 ans,
compte la recette du jour. Monique, sa voix est basse, urgente. La petite qui vient de sortir. Je veux payer pour un gâteau. Le meilleur que vous ayez. Monique Leclerc le regarde avec ses yeux malicieux qui en ont trop vu en 6 décennies de vie. Monsieur Bertrand, vous qui ne parlez jamais à personne, voilà que vous voulez acheter des gâteaux pour des petites filles inconnues. Elle n'est pas une inconnue. Nicolas sort son portefeuille. C'est quelqu'un qui mérite d'être vu. Je veux un gâteau personnalisé avec son nom, décoré avec demander à Manon ce que la petite aime. Monique fait une pause, soutenant son regard. Et cela reste entre nous. Manon ne doit pas savoir qui a payé. Dites-lui que c'est un client anonyme qui a été touché, c'est tout. Monique Leclerc étudie l'homme qui est venu seul dans sa pâtisserie chaque samedi pendant des années. L'homme qui ne sourit jamais, qui ne parle jamais au-delà de la commande de son café. Maintenant, ses yeux brillent de quelque chose qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. L'espoir. Comme vous voudrez, monsieur Bertrand, acquiesce-t-elle lentement. Comme vous voudrez. Quand Nicolas quitte la douce vie cet après-midi-là, le soleil de ce petit village en Provence commence sa descente, teintant le ciel d'orange et de rose. Pour la première fois en 5 ans, il ne sent pas le poids écrasant de la solitude. Pour la première fois en 5 ans, il a quelque chose à attendre. Demain, une petite fille nommée Léa aura l'anniversaire qu'elle mérite. Et peut-être, juste peut-être, un homme qui avait oublié comment vivre se souviendra qu'il y a encore de la magie dans les petits actes de bonté. L'horloge marque 15h02 lorsque Léa fait irruption par la porte de la douce vie, à bout de souffle après avoir couru les 3 dernières rues. Elle porte la même robe rose que la veille, la seule qu'elle ait pour les occasions spéciales, mais aujourd'hui, elle brille différemment. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Manon l'attend derrière le comptoir, et lorsque leurs regards se croisent, la pâtissière sourit d'une manière qui fait bondir le cœur de Léa. « Joyeux anniversaire, petite », dit Manon avant de disparaître dans l'arrière-boutique. Quand elle revient, Léa retient sa respiration. Ce n'est pas un gâteau, c'est un chef-d'œuvre. Un gâteau à 3 étages de génoise recouverte d'une crème blanche comme les nuages, décorée de fraises fraîches et de délicates fleurs en sucre. Sur le dessus, en lettres de chocolat calligraphiées, « Joyeux anniversaire, Léa ». Tout autour de la base, de minuscules petits livres en pâte à sucre, car la veille, Léa avait mentionné qu'elle adorait lire. « Non, je ne peux pas », balbutie Léa, les larmes coulant déjà sur ses joues. « Madame Manon, je n'ai que 5 €. Ce gâteau doit coûter, il est déjà payé », l'interrompt doucement Manon, bien que sa propre voix semble confuse. Quelqu'un l'a payé hier. Un client anonyme. Qui? Léa regarde autour d'elle dans la pâtisserie, comme si le mystérieux bienfaiteur allait se matérialiser. Manon regarde aussi, et ses yeux s'arrêtent sur la table du coin. L'homme au costume gris est de nouveau là, le même qu'hier. Il fixe son café, mais il y a quelque chose dans la façon dont il tient sa tasse, trop immobile, trop attentif, qui fait comprendre à Manon. « Attends ici », dit-elle à Léa, et avant d'y réfléchir à 2 fois, elle traverse la pâtisserie d'un pas décidé. Nicolas voit venir l'orage. Il lève les yeux lorsque l'ombre de Manon tombe sur sa table, et la première chose qu'il pense, c'est qu'elle a les yeux les plus expressifs qu'il ait vus depuis des années, un mélange à parts égales de feu et de tendresse. « C'était vous, » dit Manon. « Ce n'est pas une question. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez, mademoiselle, » répond tranquillement Nicolas, mais ses lèvres esquissent le plus léger des sourires. « Madame Leclerc me l'a dit. Le client anonyme qui a payé un gâteau à 80 € pour une enfant qu'il n'avait jamais vue. » Manon croise les bras. « Pourquoi? Vous voulez votre photo dans le journal? Une plaque de philanthrope de l'année ?» Le sourire de Nicolas disparaît. Il se lève. Il est plus grand que ce que Manon avait imaginé, et il y a quelque chose dans ses yeux gris qui l'a fait reculer d'un pas. Ce n'est pas de la colère, c'est de la douleur. « Je m'appelle Nicolas Bertrand », dit-il à voix basse. « Je viens ici tous les samedis depuis 5 ans. Vous savez pourquoi? » Manon secoue la tête, soudainement mal à l'aise. « Parce que c'était l'endroit préféré de ma femme. Valérie est morte il y a 5 ans, le mois prochain. » Il marque une pause, déglutissant avec difficulté. « Pendant 5 ans, je suis resté assis à cette table, complètement invisible. Les serveurs m'apportent mon café sans me regarder dans les yeux.
Les clients passent à côté de moi comme si j'étais un meuble de plus. Et ça m'allait, j'ai appris à être invisible. Monsieur Bertrand, mais hier, continue-t-il, sa voix se brisant à peine, j'ai vu une petite fille entrer ici avec plus de courage que la plupart des adultes que je connais. J'ai vu comment elle a gardé la tête haute, même si le monde lui a clairement appris qu'elle ne méritait rien. Et j'ai pensé, il s'arrête, s'essuyant discrètement les yeux. J'ai pensé que peut-être, pour une fois, quelqu'un devrait la voir. Quelqu'un devrait lui dire qu'elle compte. Le silence entre eux est si dense que Manon peut entendre son propre cœur battre. Commence-t-elle, sentant la honte lui monter aux joues. Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas le droit de vous juger ainsi. J'ai juste eu de mauvaises expériences avec des gens riches qui pensent que l'argent peut acheter la rédemption. Vous avez raison d'être méfiante, sourit tristement Nicolas. Mais je ne cherche pas la rédemption, mademoiselle Dubois. Manon. Manon Dubois. Manon, répète-t-il, et la façon dont il prononce son nom fait naître quelque chose dans sa poitrine. Je voulais juste qu'une petite fille sache que quelqu'un la voit. Rien de plus. Alors je m'excuse d'avoir gâché ça en étant une idiote. Manon tend la main. Trêve? Nicolas prend sa main. Sa paume est chaude, ferme. Trêve. Aucun des deux ne remarque qu'ils la tiennent depuis 3 secondes de trop, ni que Monique Leclerc sourit depuis la caisse comme si elle savait exactement ce qui venait de commencer. 3 mois plus tard, la douce vie a une nouvelle routine. Tous les samedis à 15h, Léa arrive avec son sac à dos rempli de livres de la bibliothèque. Elle s'assoit à la table près de la fenêtre, pas celle de Nicolas, elle n'oserait jamais et fait ses devoirs pendant que Manon lui apporte un verre de lait et un biscuit supplémentaire, rescapé de la fournée du matin. Et tous les samedis à 15h05, Nicolas Bertrand arrive. Plus seulement les samedis, en réalité. Les mardis, les jeudis, parfois en semaine, par hasard, quand une réunion se termine plutôt juste à côté de la pâtisserie. Monique Leclerc observe tout cela avec un sourire de grand-mère complice. Nicolas s'installe à sa table habituelle, que Manon a commencé à considérer comme sa table. Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui, Léa? Les 4 filles du docteur March, répond la fillette sans lever les yeux. Ça parle de 4 sœurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont les unes les autres. Ça a l'air parfait pour toi, commente Manon en apportant le café de Nicolas sans qu'il ait besoin de le commander. Elle sait comment il le prend maintenant, noir, sans sucre, chaud mais pas brûlant. Leurs doigts s'effleurent quand elle pose la tasse sur la table. Aucun des deux ne se hâte de se retirer. Et vous, Manon? Demande Nicolas, ses yeux gris fixés sur elle, de cette manière qui lui donne des papillons dans le ventre. Que lisiez-vous à 9 ans? Des recettes, rit-elle. Ma grand-mère avait un vieux carnet de recettes manuscrites. Je le lisais comme si c'était des contes de fées. Il était une fois 3 œufs et une tasse de farine, Nicolas rit. Un vrai rire, profond, qui fait se retourner plusieurs clients, et Manon réalise que c'est la première fois qu'elle l'entend rire ainsi. Ma Valérie était pareille, dit-il, et prononcer son nom ne fait plus aussi mal. Elle pouvait lire le menu d'un restaurant comme si c'était de la poésie. Elle devait être une femme incroyable, dit doucement Manon. Elle l'était. Mais elle m'a appris que la vie continue, qu'on a le droit de ressentir à nouveau. L'air entre eux se charge d'électricité. Mademoiselle Manon, les interrompt Léa. Vous saviez que l'anniversaire de Monsieur Bertrand était la semaine dernière? Manon cligne des yeux. Vraiment? Et comment sais-tu ça? C'est Madame Leclerc qui me l'a dit, la fillette hausse les épaules avec une innocence trop parfaite. Léa, l'avertit Nicolas, mais il sourit. Ce n'est pas important, dit-il rapidement. Je ne fête plus mon anniversaire depuis que Valérie est partie, termine Manon. Elle le fixe un long moment, puis disparaît dans l'arrière-boutique. Quand elle revient 5 minutes plus tard, elle porte un petit cupcake avec une bougie allumée. Elle ne dit rien, le pose simplement devant Nicolas et attend. Il regarde le cupcake, puis Manon. Ses yeux brillent de larmes non versées. Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un, sa voix se brise. Tout le monde mérite d'être vu, Monsieur Bertrand, répète Manon ses propres mots d'il y a des mois. Même vous. Nicolas ferme les yeux, souffle la bougie, et quand il les rouvre, il y a quelque chose de différent en eux, quelque chose de résolu. Ce soir-là, après le départ de Léa et la fermeture de la pâtisserie,
Nicolas attend Manon devant la porte. Dîneriez-vous avec moi? Demande-t-il, sans préambule. Pas en guise de remerciement, pas comme des amis. Comme quelqu'un qui veut mieux vous connaître. Sans excuse de travail ou d'adorable petite fille de permezzo. Le cœur de Manon bat si fort qu'elle est sûre qu'il peut l'entendre. Elle attendait cette question depuis des semaines sans oser se l'avouer. Oui, murmure-t-elle. J'aimerais beaucoup. Le sourire de Nicolas pourrait illuminer tout le village provençal. Le vendredi suivant, Manon enfile sa plus belle robe bleu marine, simple et élégante, et attend au coin de la rue indiquée par Nicolas. Elle est nerveuse, excitée, se sentant à nouveau comme une jeune fille de 16 ans. Puis la voiture arrive. Ce n'est pas une voiture, c'est une Citroën DS noire, rutilante, avec un chauffeur en uniforme qui sort pour lui ouvrir la portière comme si elle était de la royauté. Et là, sur la banquette arrière, se trouve Nicolas, souriant, sans remarquer comment le visage de Manon se durcit d'un coup. « Prête ?» demande-t-il. Manon monte en silence dans la voiture. L'intérieur sent le cuir cher et l'argent. Il y a tellement d'espace qu'elle pourrait y faire une galipette. C'est ridicule, c'est obscène, c'est exactement comme il faisait. Manon, tout va bien? Remarque enfin Nicolas en voyant son expression figée. Parfaitement bien, répond-elle, mais sa voix pourrait glacer l'enfer. Le trajet jusqu'au restaurant est tendu, silencieux, hormis le doux ronronnement du moteur. Nicolas essaie de lancer la conversation à 3 reprises, et les 3 fois, il ne reçoit que des réponses monosyllabiques. Quand ils arrivent enfin au restaurant, un de ces endroits où les fourchettes coûtent plus que son salaire mensuel, Manon se tourne vers lui. « Vous savez quoi ?» dit-elle, et il y a de l'acier dans sa voix. C'était une erreur. Merci pour l'invitation, mais ça ne va tout simplement pas marcher. Quoi? Pourquoi? Nicolas est sincèrement confus. Manon, si j'ai dit quelque chose, vous n'avez rien dit. C'est ça le problème. Elle rit, mais c'est un rire amer. Vous m'avez juste rappelé quelque chose que j'avais juré de ne jamais revivre. Bonne nuit, monsieur Bertrand. Elle sort de la voiture avant qu'il ne puisse répondre, le laissant complètement déconcerté sur la banquette arrière, se demandant ce qui diable venait de se passer. Manon ne vient pas à la pâtisserie le samedi suivant, ni celui d'après. Léa demande de ses nouvelles avec des yeux inquiets, et Nicolas a l'impression qu'on lui a arraché quelque chose de la poitrine. C'est Monique Leclerc qui intervient finalement, lui donnant l'adresse de Manon avec un regard qui dit clairement « Réparez ça, idiot ». Nicolas frappe à la porte du petit appartement un mardi soir. Quand Manon ouvre, les yeux gonflés et les cheveux en chignon désordonnés, les mots qu'il avait préparés meurent dans sa gorge. « Je ne viens pas pour vous convaincre de quoi que ce soit, dit-il simplement. Je veux juste comprendre ce que j'ai fait de mal. » Manon le laisse entrer parce qu'elle est fatiguée de fuir. Il s'appelait Stéphane, commence-t-elle en s'asseyant sur son vieux canapé. J'ai rencontré Stéphane à 24 ans, tout juste sorti de l'école de commerce. Il en avait 32. Il était directeur dans une entreprise technologique. Il venait d'une famille aisée. Nicolas s'assoit en silence, écoutant. Au début, c'était merveilleux. Attentionné, généreux. Mais ensuite, ça a commencé. Il a payé pour un cours de français que je n'avais jamais demandé, car une femme éduquée doit parler plusieurs langues. Il m'a acheté des vêtements parce que les miens étaient trop simples pour ces événements. Il me corrigeait en public quand j'utilisais les mauvais couverts. Sa voix tremble. Il m'aimait comme un projet, Nicolas. Comme quelque chose qui avait besoin d'être amélioré, poli, transformé en quelqu'un de digne d'être à ses côtés. Manon, murmure Nicolas, horrifié. Quand je l'ai finalement quitté, il a juré qu'il voulait seulement m'aider à atteindre mon potentiel. Les larmes roulent sur ses joues. Et quand je vous ai vu arriver dans cette énorme voiture avec chauffeur pour m'emmener dans un restaurant où le menu n'a probablement pas de prix, je me suis revu il y a 4 ans, et j'ai paniqué. Nicolas s'agenouille devant elle, prenant ses mains avec une infinie tendresse. Écoutez-moi bien, dit-il d'une voix ferme. Vous n'avez pas besoin d'être amélioré. Vous n'avez pas besoin d'être poli ou changé. Vous êtes parfaite exactement comme vous êtes, fière, passionnée, têtue, brillante. Et si mon argent vous fait sentir inférieur, alors au diable les voitures de luxe et les restaurants chics. Vraiment? Manon rit à travers ses larmes.
Nos prochains rendez-vous se feront sur la place du village, à manger des frites saucisses. Je vous le promets. Et il tient sa promesse. Pendant 2 mois, Nicolas réapprend à la courtiser. Des promenades dans le parc, des séances de cinéma l'après-midi, une pizza au bistrot du coin préféré de Manon où les tables sont en formica et l'addition ne dépasse jamais 50 €. Il apprend que son langage d'amour n'est pas l'argent, mais le temps, l'attention, la présence. Léa s'épanouit en les voyant ensemble, les appelant « mes personnes préférées », avec un sourire qui vaut tout l'or du monde. Mais alors, Nicolas commet une erreur. « J'ai réfléchi », dit-il un samedi alors qu'ils boivent un café. « Que dirais-tu si j'aidais Monique à agrandir la boutique ? On pourrait créer un programme de dons de gâteaux pour les enfants du foyer de Léa, et tu pourrais le diriger, devenir associé de la pâtisserie. » Le visage de Manon se ferme comme une porte d'acier. « Alors maintenant, tu veux acheter mon travail aussi ? » « Quoi ? » ?»« Non, Manon, j'ai juste pensé, tu as pensé qu'avec assez d'argent, tu pourrais tout arranger. » Elle se lève brusquement. « Tu as pensé que tu pourrais contrôler ma carrière, ma vie, exactement comme Stéphane a essayé de le faire. Ce n'est pas juste. » Nicolas se lève aussi, frustré. « J'essaie d'aider, de faire quelque chose de bien. Mais je ne t'ai pas demandé d'aide. Tu ne comprends pas ? » Des larmes de rage brillent dans ses yeux. « Chaque fois que tu sors ton portefeuille, tu me rappelles que nous vivons dans des mondes différents, que tu peux acheter des solutions alors que je dois travailler pour chaque chose que j'ai. » « Tu as raison, » dit Nicolas à voix basse, vaincu. « Tu as raison. Après la mort de Valérie, l'argent était la seule chose que je savais utiliser. J'ai oublié comment simplement être présent, comment connecter sans essayer de réparer. » Il la regarde avec des yeux suppliants. « Mais j'essaie d'apprendre, Manon. S'il te plaît, sois patiente avec moi. » Le téléphone de Manon sonne avant qu'elle ne puisse répondre. C'est Monique Leclerc, et sa voix est empreinte de panique. « Léa s'est évanouie ici. L'ambulance est en route. » Manon et Nicolas n'ont pas besoin de se dire un mot. Ils courent ensemble vers l'hôpital, leurs mains se trouvant à un moment donné sur le chemin et ne se lâchant plus. Aux urgences, le médecin est direct. Léa a une malformation cardiaque congénitale non diagnostiquée. Elle a besoin d'une chirurgie urgente. Le coût est d'environ 35 000 €. Sans réfléchir, Nicolas dit « Je paie tout. » « Non. » L'interrompt Manon avec une férocité qui surprend tout le monde. « Tu ne peux pas simplement tout résoudre avec de l'argent, Nicolas. Ça ne marche pas comme ça. Mais elle pourrait mourir. Et tu n'es pas son sauveur. » Crie Manon, puis elle s'effondre en larmes. « Aucun de nous ne l'est. Il ne s'agit pas de nous. » Depuis sa chambre, Léa, consciente mais faible, entend tout. Elle regarde l'infirmière avec des yeux trop sages pour ses 9 ans. « Ils se disputent parce qu'ils s'aiment ?» demande-t-elle d'une petite voix. L'infirmière sourit tristement. « Parfois, mon amour, les gens qui s'aiment le plus se blessent sans le vouloir, parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont trouvé. » Manon arrive chez Nicolas à 23 h. Il pleut, parce que bien sûr, il pleut. Et quand il ouvre la porte, il trouve une Manon trempée, tremblante, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Je ne suis pas venue te demander de l'argent, » dit-elle avant qu'il ne puisse parler. « Je suis venue te dire que je suis une idiote. » Nicolas la tire à l'intérieur, lui apporte une serviette et attend. « Tu avais raison sur tout, » continue Manon en s'essuyant les cheveux avec des mains tremblantes. « Je ne te voyais pas, toi. Je voyais Stéphane, je voyais mes peurs, et j'ai failli laisser ces peurs détruire la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. » Elle le regarde droit dans les yeux. « Tu n'es pas Stéphane, Nicolas. Tu es bienveillant, patient, vrai. Et j'étais tellement occupé à me protéger que je n'ai pas pu le voir. Manon, et à propos de Léa tu as raison. Elle a besoin d'aide. Mais pas de ton argent. Elle a besoin que nous soyons des partenaires, que nous trouvions des solutions ensemble. Tu crois qu'on peut faire ça ? » Nicolas l'embrasse. C'est un baiser désespéré, plein de soulagement et de promesses, et de tout ce qu'ils ne peuvent pas dire avec des mots. « On peut tout faire, ensemble, » murmure-t-il contre ses lèvres. Pendant les 3 mois suivants, c'est exactement ce qu'ils font. Nicolas utilise ses contacts dans le secteur hôtelier pour joindre un directeur d'hôpital qui gère un programme de chirurgie pédiatrique subventionné.
Ce n'est pas la charité de Nicolas, c'est un programme gouvernemental existant qui avait simplement besoin du bon coup de pouce. Manon coordonne avec Monique Leclerc la création des Après-midi gourmands, un programme où les jeunes du foyer de Léa viennent le dimanche pour apprendre les bases de la pâtisserie. Ce n'est pas de l'aumône, ce sont des opportunités. Et ensemble, ils attendent pendant les 5 heures que dure l'opération de Léa, se soutenant mutuellement lorsque la peur menace de les consumeurs. Quand le médecin sort avec un sourire, ils pleurent tous les deux. Mes personnes préférées pleurent encore? Demande Léa d'une voix faible en se réveillant des heures plus tard. Vous êtes très dramatique. Manon rit à travers ses larmes en prenant sa main. Nicolas prend l'autre. Comment te sens-tu, petite? Demande-t-il. Comme si un camion m'avait roulé dessus, grimace Léa. Mais ça va, parce que vous êtes là. Elle regarde leurs mains jointes avec un sourire malicieux. Vous ne faites plus semblant de ne pas vous aimer. C'est bien. Vous me rendiez folle. Cet enfant, Manon secoue la tête, mais elle sourit. Je vais enfin avoir une famille, n'est-ce pas? Demande Léa à voix basse, vulnérable. Même si ce n'est pas pour de vrai. C'est pour de vrai, promet Nicolas. Plus vrai que tout ce que nous avons jamais eu. 3 mois plus tard, un an jour pour jour après qu'une petite fille courageuse soit entrée dans la douce vie pour demander un gâteau de la veille, la pâtisserie est décorée de ballons et de serpentins. Léa, maintenant complètement rétablie et apprenant à faire des croissants les samedis, remarque que Nicolas est nerveux. Il ne cesse de regarder sa montre, de jeter des coups d'œil vers l'arrière-boutique, d'ajuster sa cravate. Qu'est-ce que tu caches? Demande finalement Manon en croisant les bras. Monique, maintenant. Appelle Nicolas. La propriétaire sort de la cuisine avec quelque chose dans les mains. Léa halète. Manon reste sans voix. C'est un gâteau, manifestement fait par des mains inexpérimentées. Il est de travers. Le glaçage est irrégulier. Les lettres en chocolat disent « Je t'aime », car il n'y avait clairement pas la place pour le « E ». J'ai passé 3 mois à apprendre en secret, admet Nicolas en rougissant. Il est horrible, je sais. Mais il est parfait, murmure Manon en touchant le gâteau comme s'il était sacré. C'est le gâteau le plus parfait que j'ai jamais vu. Nicolas s'agenouille. Léa pousse un cri d'excitation. Manon Dubois, tu m'as appris que le véritable amour ne s'achète pas, il se construit. Il se construit avec de la patience, de la présence, avec des gâteaux horribles faits à 3 heures du matin. Il sort une petite boîte. C'était la bague de ma grand-mère. Ce n'est pas la plus chère ni la plus grosse, mais elle est réelle, comme nous. Veux-tu construire une vie avec moi? Oui. Manon pleure et rit en même temps. 1000 fois oui. Alors qu'ils s'embrassent, Léa crie « Burk ». Les adultes sont dégoûtants. Mais elle pleure aussi, des larmes de joie roulant sur ses joues. Attendez. Interrompt la fillette en sortant des papiers pliés de son sac à dos. Moi aussi, j'ai quelque chose. Ce sont des certificats dessinés à la main au crayon de couleur. Certificat officiel de parrain, et certificat officiel de marraine, décoré de cœurs et de fleurs. Voulez-vous être mon parrain et ma marraine? Demande-t-elle d'une petite voix. Officiellement. Nicolas et Manon la serrent dans leurs bras en même temps, formant tous les trois un cercle d'amour construit non par le sang, mais par le choix. La célébration improvisée attire d'autres jeunes du foyer, des clients réguliers, et Monique Leclerc avec encore plus de gâteaux. Nicolas fait une annonce. Je lance le processus de création d'une fondation éducative. Elle sera dirigée par un conseil communautaire, pas par moi, pour soutenir la formation professionnelle des jeunes en foyer collectif. Manon ajoute, et la douce vie aura un nouveau menu solidaire, où chaque gâteau vendu financera un cours de pâtisserie gratuit. Et moi? Demande Léa. Toi, sourit Manon, tu seras notre première ambassadrice du programme. Ce soir-là, quand tout le monde est parti et qu'il ne reste plus que 3 à nettoyer, Léa demande, alors, maintenant on est une vraie famille. La plus vraie qui soit, promet Nicolas. Même si ton papa fait des gâteaux horribles, ajoute Manon avec un sourire. Et proteste Nicolas, mais il rit. Et à cet instant, dans une pâtisserie d'un petit village en Provence, 3 personnes qui étaient seules ont trouvé ce dont elles avaient toujours eu besoin. Pas un sauveur, pas un projet, pas une solution.
Mais un foyer. La boulangerie-pâtisserie La Douce Vie n'a jamais été aussi belle. Des guirlandes de fleurs blanches et roses pâles pendent des poutres en bois. Les tables ont été déplacées pour créer une allée improvisée entre le comptoir où tout a commencé et la fenêtre par laquelle le soleil provençal entre à flot. Il n'y a pas plus de 30 invités, mais chacun est là par véritable affection, non par obligation sociale. Léa, qui a maintenant 10 ans et rayonne dans sa robe de demoiselle d'honneur lavande, descend l'allée en répandant des pétales de rose avec une solennité exagérée. Derrière elle, les jeunes du programme, après-midi gourmand, forment une haie d'honneur avec des cuillères en bois levées, souriant fièrement. Quand Manon apparaît à l'entrée, dans une simple robe de dentelle ivoire, sans voile, juste une couronne de fleurs fraîches dans les cheveux, Nicolas oublie comment respirer. Monique Leclerc, qui officie la cérémonie car qui d'autre aurait pu le faire, a les larmes aux yeux dès le début. Il y a 18 mois, commence-t-elle d'une voix tremblante, une petite fille courageuse est entrée dans cette pâtisserie pour demander de la dignité déguisée en gâteau de la veille, et sans le savoir, elle a uni deux âmes qui avaient oublié comment vivre. Nicolas prend les mains de Manon. Elle tremble. Ils tremblent tous les deux. Nicolas, dit Manon, et sa voix se brise, tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que la présence vaut plus que n'importe quel cadeau. Que l'amour se construit dans les petits moments, dans les cupcakes d'anniversaire, dans les gâteaux terribles faits à 3 heures du matin, dans les disputes honnêtes qui blessent mais qui guérissent. Manon, répond Nicolas, les larmes coulant librement, tu m'as appris que tous ceux qui donnent ne cherchent pas à prendre, que la bonté peut être réelle, qu'on a le droit de laisser quelqu'un entrer sans perdre qui l'on est. Il sourit à travers ses larmes. Et tu m'as appris que les gâteaux horribles peuvent être parfaits quand ils sont faits avec amour. Quand ils s'embrassent en tant que mari et femme, la pâtisserie explose en applaudissements. Léa crie plus fort que tout le monde, sautant et agitant son bouquet de fleurs. Le gâteau de mariage est un chef-d'œuvre, littéralement. Une moitié est impeccablement décorée avec le talent expert de Manon, pâte à sucre parfaite, fleurs en sucre qui semblent réelles, lignes précises. L'autre moitié est un glorieux désastre réalisé par Nicolas, glaçage irrégulier, décoration de travers, une tentative de rose qui ressemble plus à une tache informe. C'est le plus beau gâteau que quiconque ait jamais vu, annonce Monique Leclerc en le coupant. Il représente parfaitement leur mariage. L'un apporte la perfection, l'autre apporte le cœur, et ensemble, ils créent quelque chose d'unique. Et proteste Nicolas en riant. J'ai aussi de la perfection. Bien sûr que oui, mon amour, lui tapote Manon sur la joue avec une condescendance exagérée, et tout le monde rit. Plus tard, alors que le soleil commence à descendre et que la fête se calme, Nicolas trouve Manon dans l'arrière-boutique. Elle est debout devant le comptoir où Léa a posé sa question impossible 18 mois plus tôt. « À quoi penses-tu » demande-t-il en l'enlaçant par derrière. À quel point tout est différent, Manon se blottit contre lui. Il y a 2 ans, j'avais si peur de faire confiance à nouveau, si sûr que tous les hommes avec de l'argent étaient comme Stéphane. Et maintenant je sais que l'argent ne définit pas une personne. Tu l'utilises pour construire des ponts, pas des murs. Pour créer des opportunités, pas des obligations. Elle se tourne pour lui faire face. Tu m'as sauvé, tu sais. Non, Nicolas secoue fermement la tête. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Tu m'as rappelé comment vivre. Je t'ai rappelé qu'il est normal de laisser quelqu'un entrer. Il regarde Léa, qui est en train de montrer à un autre enfant comment décorer un cupcake. Et elle nous a rappelé à tous les deux pourquoi ça vaut la peine d'ouvrir son cœur. Comme si elle sentait leur regard, Léa lève les yeux et sourit. Elle est couverte de farine jusqu'aux cheveux. Elle a du glaçage sur le nez et est l'image parfaite du bonheur pur. Et, les tourtereaux, crie-t-elle. Arrêtez de vous bécoter et venez aider. On vous fait un gâteau surprise. Encore un gâteau ? Rit Manon. Il n'y a jamais trop de gâteaux, déclare Léa avec l'autorité d'une apprentie pâtissière de 10 ans. 6 mois après le mariage, la vie a trouvé son doux rythme. Léa partage son temps entre le foyer où elle insiste pour rester car « mes amis ont besoin de moi » et les week-ends avec Manon et Nicolas dans leur nouvel appartement. Ce n'est pas encore une adoption officielle, les procédures légales suivent leur cours, mais c'est une famille dans tout ce que le mot implique. La fondation éducative de Nicolas, maintenant officiellement enregistrée et dirigée par un conseil de 6 personnes, dont la directrice du foyer est Manon, a diplômé sa première promotion d'étudiants. 3 ont trouvé un emploi dans des boulangeries locales.
Un postule à une école de cuisine avec une bourse complète. La douce vie s'est subtilement agrandie, non pas directement avec l'argent de Nicolas, mais avec un petit prêt bancaire que Monique Leclerc et Manon, désormais associés minoritaires, remboursent avec les bénéfices du menu solidaire. Chaque dimanche, la pâtisserie se remplit de jeunes qui apprennent, rient et construisent leur avenir. Et Nicolas, lui, a finalement appris que le meilleur investissement ne se mesure pas en euros, mais en moments. En après-midi du dimanche à enseigner à Léa les bases du commerce pendant que Manon lui apprend des techniques de pâtisserie, en conversation nocturne avec sa femme où le silence est aussi confortable que les mots, en petits actes de bonté anonymes que personne d'autre que lui ne connaît, car il a enfin compris que la vraie générosité ne cherche pas la reconnaissance. Dans la cuisine de leur maison, ils sont tous les trois à nouveau couverts de farine, comme toujours, essayant de perfectionner une nouvelle recette de gâteau aux 3 laits que Léa a inventée. Ça s'annonce horrible, annonce joyeusement Léa. Comme le gâteau de mariage de papa, ajoute Manon avec un sourire espiègle. Mon gâteau était un trésor, proteste Nicolas avec une fausse dignité. C'était un désastre fait avec amour, le corrige Manon en l'embrassant sur la joue. Comme nous. Comme toute bonne famille, ajoute sagement Léa. Et à ce moment-là, couverts de farine, entourés de désordre, riant de leurs propres erreurs, ils sont l'image parfaite de ce que le véritable amour construit. Non pas la perfection, mais l'authenticité. Pas un conte de fées, mais quelque chose de mieux. Une famille choisie. Une douce vie. Un foyer. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde vous avait rendu invisible? Comme Léa demandant ce gâteau de la veille, ou comme Nicolas assis seul à sa table pendant 5 ans? Ou peut-être avez-vous construit des murs autour de votre cœur comme Manon, par peur d'être blessé à nouveau? Cette histoire nous rappelle que les plus belles familles ne naissent pas toujours du sang, mais de petits actes de courage et de bonté. Si cette histoire d'amour, de résilience et de seconde chance a touché votre cœur, offrez-nous un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il n'est jamais trop tard pour croire à nouveau en l'amour. Votre commentaire peut inspirer des milliers de personnes qui, comme ces 3 personnages, cherchent leur propre douce vie. Dites-nous dans les commentaires quel moment de l'histoire vous a le plus ému. Était-ce quand Léa a demandé le gâteau avec tant de dignité, quand Nicolas s'est enfin autorisé à aimer à nouveau, ou quand Manon a appris que tous ceux qui donnent n'attendent pas quelque chose en retour? Et quelque chose de très important pour nous, de quel pays nous regardez-vous? Nous adorons savoir que nos histoires touchent des cœurs partout dans le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre famille en activant la cloche. Car chaque semaine, nous vous apportons des histoires qui célèbrent le pouvoir transformateur de l'amour véritable. Votre présence ici rend cette communauté encore plus spéciale.